Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle rencontre en endroit où aller, où ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir Caroline Dorca-Fenech. Bonsoir Caroline. Bonsoir Nathalie. Alors ce soir, on vous reçoit pour ce fabuleux livre qui est sorti, qui s'appelle Tempêtes et brouillards, qui est sorti le 6 janvier dernier aux éditions de La Martinière. Et ce soir, pour vous interroger, on prend la direction du sud-est, on va à l'Île-sur-la-Sorgue et on rejoint Maria Ferragut de la librairie Le Passeur de l'Île. Bonsoir Maria. Bonsoir Nathalie. Alors, avant de vous laisser discuter de ce livre, je le remonte, parce qu'il est tellement beau avec le beau bandeau, je pense qu'il n'y a pas le reflet. Je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Caroline par mon intermédiaire et je reviendrai à la fin de votre entretien pour les poser à Caroline. Je vous souhaite à toutes les deux une belle rencontre. À tout à l'heure. Merci. Eh bien, écoute, Caroline, j'aimerais qu'on démarre peut-être traditionnellement cet entretien en te demandant si tu peux, en 1 minute maximum, top chrono, nous faire un petit résumé de ton livre. Alors, je dirais que Tempête et brouillard, c'est l'histoire d'un lien père-fille. Un lien père-fille dégradé qui se délite brusquement le jour où le père, qui a 66 ans, la fille en a 30 quand commence l'histoire, le jour où le père décide de partir au Maroc pour sa retraite. Et là-bas, au Maroc, c'est une destination qu'il n'a pas choisie par hasard, hein, puisqu'il y est né, il est pied noir, mais il n'y est pas retourné pendant 50 ans. Là-bas, il va refaire sa vie, épouser une femme de l'âge de sa fille, se convertir à l'islam pour ça en vertu des rois du Maroc, et bientôt déshériter sa fille et tous ses enfants. Et donc, Tempête et brouillard raconte vraiment ça, l'histoire d'une exhérédation. L'exhérédation, c'est l'acte de déshériter quelqu'un. Donc, une exhérédation à la fois financière, morale et spirituelle qui va jeter Karina, la fille, dans des gouffres d'interrogation financière, morale et spirituelle. Voilà. Ben, on va reparler, merci beaucoup, on va reparler de tout ça. Peut-être que pour commencer, le prologue de ton livre s'ouvre sur une scène qui évoque le roi Lear. Nathalie nous a montré à l'écran tout à l'heure cette magnifique couverture aussi, qui en est une référence. Et on découvrira au fil du roman d'ailleurs qu'à la page 150, le choix du titre est aussi inspiré du roi Lear. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être, pour qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance, nous rappeler quelle est cette histoire, nous en raconter sans rentrer dans trop de détails, mais nous en dire un petit peu plus sur ce roi Lear et peut-être pourquoi il a été une source d'inspiration pour toi. Alors, le roi Lear raconte aussi l'histoire d'une exhérédation, puisqu'il s'agit d'un vieux roi qui, avant de mourir, décide de réunir ses 3 filles pour partager de son vivant son royaume en 3. Et pour ce faire, il demande à chacune d'entre elles de lui déclarer leur amour. Et les 2 aînés lui déclare un amour infini avec beaucoup d'hypocrisie. Voilà, mon père, je vous aime d'une façon magistrale, infinie. Et la dernière, Cordélia, n'arrive à rien dire. Elle ne peut rien dire. Et le roi Lear entre dans une fureur hallucinante, biblique, et déshérite sa fille. La déshérite complètement. Et cet acte-là va créer un chaos vraiment infini. Donc, ça plonge le monde entier dans le chaos. Et donc, le roi Lear fait complètement écho à l'histoire de mon héroïne. Et c'est vrai que tout le livre créer une sorte de parallèle entre la tragédie shakespearienne et la tragédie intime qui est en train de vivre la narratrice. Et il y a comme ça des prolongements infinis qui se créent, des prolongements à la fois intimes mais aussi politiques, hein, puisque cet acte d'exhérédation pose des questions évidemment familiales, intimes, personnelles. Pourquoi est-ce qu'un père déshériterait son enfant? Est-ce parce qu'il y a un manque d'amour? Est-ce parce qu'il y a de l'ingratitude de la part des enfants, ou au contraire, est-ce que c'est de la folie, hein, est-ce que cet acte-là vient interroger d'autres choses beaucoup plus politiques, hein. D'abord, pourquoi est-ce que l'héritage est moral ou pas? Enfin, voilà. Donc, tout le livre est un jeu comme ça de miroir, en fait, entre la tragédie shakespearienne et la tragédie intime que vit le personnage.
Et alors, si tu m'amènes à la fois sur le terrain de l'intime et du miroir, je ne peux pas ne pas te poser la question de ce prologue, puisque, enfin, pas le prologue, de la note que tu mets avant le prologue, justement. Donc, tu mets une petite note de l'autrice dans laquelle tu dis que tu t'es inspiré de conversations avec ton père pour écrire cette histoire et raconter ce roman. Et j'aime beaucoup ce que tu dis sur le jeu dans cette note, c'est-à-dire voilà, tu es parti d'une histoire réelle, peut-être, de quelque chose en tout cas qui avait un fond de réalité, de vérité, et tu en as fait un roman. Comment est-ce qu'on joue comme ça avec les frontières de la fiction et de la réalité, et peut-être aussi de la vérité? Alors, oui, j'ai écrit cette note pour plusieurs raisons. Déjà, par souci d'honnêteté, effectivement, par souci aussi de positionnement, parce que l'histoire est née vraiment à la mort de mon père. Il y a eu une nécessité d'écrire cette histoire, mais à aucun moment, moi, j'ai voulu écrire un témoignage. Au contraire, j'ai tout de suite eu envie d'aller explorer la dimension mythologique de l'histoire. Donc, j'ai parlé du roi Lear tout à l'heure. J'essayais de voir, voilà, comment justement cette histoire intime avait des prolongements, on va dire, mythique et universel. Le livre raconte aussi ça, c'est comment, quand on pénètre dans la fiction, en l'occurrence, Karina, la narratrice, lit beaucoup. Le roi Lear, c'est aussi un livre qui parle de la lecture et de l'écriture, lit beaucoup le roi Lear. Comment la fiction est un moment, un moyen de connaissance de nous-mêmes. Et c'était ça qui m'intéressait de mettre en scène dans le livre. Donc il y a évidemment un point de départ qui est autobiographique, mais il l'était aussi dans mon précédent roman, qui était un roman, mais j'avais aussi un point de départ autobiographique. Et comment cette autobiographie se trouve creusée, approfondie, on va dire, par la fiction. Alors du coup, je ne peux pas m'empêcher, si tu fais une référence à ton premier roman, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, mais on a été nombreuses et nombreux à énormément aimer Rosa Dolorosa, qui a été ton premier texte. Et moi, j'y vois quand même une sorte de parallèle entre ces deux romans, parce que Rosa Dolorosa, c'était le parcours d'une mère. Dans celui-ci, tu évoques la figure du père. Est-ce que tu les avais déjà en tête d'imaginer un peu ce diptyque, ou est-ce que c'est le hasard? Moi, j'ai du mal à imaginer qu'il y a un hasard là-dedans. Je me dis qu'il y a quand même, les deux livres se répondent quelque part quand même. Parce que le premier est peut-être l'histoire d'un amour fou et le deuxième, l'histoire d'un désamour en plus. Donc, c'est... Disons que c'est vrai que j'ai un petit peu considéré Tempête et brouillard comme un deuxième volet, parce que quelque part, il raconte un petit peu la genèse à un moment de Rosa Dolorosa. Dans Tempête et brouillard, on voit une Karina, une narratrice, écrivaine, qui essaye d'écrire un livre, qui n'y arrive pas, et elle n'y arrive pas parce qu'elle est dans le brouillard. Le brouillard, c'est vraiment la tension entre ce qu'elle entend du discours de son père, les conversations qui sont relatées tout au long du film mettent en scène un discours, un père qui lui dit sans cesse mais je t'aime ma fille, cette tension-là, et elle, ce qu'elle perçoit de son père, c'est-à-dire un dégoût. Il y a une grande tension, et c'est ça qui crée le brouillard. Et petit à petit, elle va se rendre compte qu'il faut que le brouillard se dissipe pour qu'elle parvienne à écrire. Et c'est vrai que, pour revenir à ta question, j'ai vu Tempête et brouillard comme une autre facette finalement des relations familiales. Dans Rosa Dolorosa, j'avais cette mère qui était quelque part une mère aussi extrêmement fantasmatique pour moi, très mythologique, puisqu'elle était à la fois Jocaste et Médée, et c'était la figure d'une mère que moi je n'avais pas connue, qui était une mère complètement idéalisée, fantasmée. Et ce que raconte Tempête et brouillard, c'est finalement l'absence de cette mère et comment elle va être incarnée dans la fiction. Donc oui, comment elle va s'incarner, se réincarner, je dirais même, par l'écriture et par la fiction. Donc c'est vrai que les deux livres se répondent, évidemment se lisent indépendamment l'un de l'autre, puisqu'en plus ils sont dans des espaces-temps différents, même si ce sont deux romans extrêmement contemporains, on est dans des époques contemporaines, mais les personnages n'ont pas les mêmes noms, etc. Ce sont pas des familles, il n'y a pas le père d'un côté, la mère de l'autre, c'est pas une famille, mais pour moi c'en est une, oui, il y a un lien. Mais en tout cas, moi, je l'envisage vraiment comme le début de la construction d'une œuvre, quoi. C'est vraiment quelque chose qui à mon avis, se répond, et on a hâte de découvrir aussi ce qui viendra après. Mais ça, on en reparlera.
Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce père. Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un livre aussi qui va avancer avec la narratrice, avec Karina, qui au début est un peu sur la réserve avec son père. On découvrira petit à petit pourquoi. Et puis finalement, cette réserve va se transformer en dégoût, puis en colère. Donc c'est comme ça des sentiments très forts qui vont monter. Et c'est vrai que la façon dont, enfin, les mots que tu as pour qualifier le père dès le début, ne serait-ce que dans la description physique, voilà, ça nous donne à avoir une image, nous, en tant que lecteurs, qui est assez, qui ne nous le rend pas très sympathique. Oui, alors, moi, pour créer ce père, ce personnage de père, ça a été une longue construction parce que je ne voulais pas écrire à charge. Donc, c'est vrai que mon personnage, ma narratrice, est très en colère, elle éprouve une grande colère, elle le répète beaucoup. Mais moi, dans l'écriture, il a fallu que je n'écrive pas en état de colère, même si j'ai pu commencer le texte en état de colère. Au contraire, on ne peut pas écrire comme ça, il faut prendre de la distance. Il faut prendre la distance avec ce qu'on écrit. Hein, voilà, du recul, hein, ce que je dis, il faut chercher ce qu'il y a d'anonyme en nous, ce que je disais dans ma note préliminaire, donc s'écarter. Et je l'ai écrit sans vouloir en faire un portrait à charge pour autant. C'est-à-dire que là, ce que tu dis, c'est vrai que le lecteur peut être amené à porter un jugement sur le personnage, mais moi, quand je l'ai écrit, j'ai essayé d'être dans ce que j'appelle la suspension du jugement, de ne pas le juger, de le montrer comme ça, tel qu'il se donne, notamment à travers ses conversations téléphoniques, et tel que Karina, la narratrice, le ressent. Et c'est vrai qu'on a une vision subjective de ce père qui reste un mystère, qui est un mystère pour la narratrice et qui effectivement a une part monstrueuse qui se révèle au fil des pages et en même temps pas que une part monstrueuse, aussi une part aimante. Mais cette part aimante, elle est endommagée, elle est endommagée, elle est questionnée sans cesse, elle est stérile. Moi, ce que je trouve très beau, c'est qu'on pourrait, il y a deux choses que j'avais envie de dire. D'abord, c'est que je trouve que même s'il y a des moments durs dans le texte, des scènes qui sont très puissantes, très, très soutenues, il y a aussi, je trouve justement dans ces dialogues avec le père, presque quelque chose de l'ordre de l'absurde. C'est-à-dire qu'on se dit, mais comment ce père peut-il tenir ce discours-là? Donc, je ne dirais pas que ça amène une forme de légèreté, mais il y a quand même un peu d'ironie, un peu de... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, parce qu'en fait, il y a toujours ce grand décalage entre les mots de son discours à lui, de son langage oral qui sont restitués et qui sont des mots qui sont parfois incroyables, enfin qui sont parfois, oui, soit terribles, soit complètement à côté de la plaque, ou soit parfois complètement misogynes, mais sans qu'il en ait conscience. Hein, d'ailleurs, lui-même, hein, quand il raconte, par exemple, que voilà, tous les retraités au Maroc se tapent des petites jeunes marocaines et que c'est pas un problème et qu'on en change, etc. Il en a même pas conscience et c'est ça peut-être d'ailleurs qui le rend touchant par moment, c'est qu'il en a même pas conscience. C'est-à-dire que pour lui, il est de toute façon dans un discours amoureux pour sa fille et il ne se rend même pas compte que son discours peut la blesser d'une manière ou d'une autre. Donc, ce décalage-là m'intéressait, c'est-à-dire on le voit dans son discours, dans ses mots, et, et dans sa légèreté à lui aussi, hein, et dans sa douleur évidemment par moment. Et on voit au contraire, à l'inverse, comment ces mots-là pénètrent une fille qui n'arrive pas à prendre suffisamment de distance et qui combat contre ces mots et contre sa perception, je dirais, sensorielle, la perception sensorielle et émotionnelle qu'elle a de son père. Et c'est vrai que, donc, on l'a dit, Karina, elle va vivre des grands moments de douleur, une forme de dépression aussi, hein, quelque chose qui va la plonger dans une douleur très forte. Et au moment où elle vit cette douleur très forte, elle rencontre un homme. Et ce que je trouve très beau, c'est le parallèle entre ce père qui s'éloigne et cet homme qui arrive dans sa vie et qui l'aime malgré elle presque. Parce qu'en fait, il y a toute une interrogation aussi sur l'amour. Et quand on a été mal aimé, est-ce que soi-même on est capable d'aimer en retour? Et ça, je trouve ça très réussi. Oui, et il y a un amour qui est très pur, qui n'est pas remis en question avec cet homme. Et
ce qu'elle a choisi cet homme aussi, c'est ce qui est un petit peu intéressant et ironique, c'est qu'elle choisit un homme qui, lui, veut être père. Elle choisit aussi un homme qui veut être père à un moment où elle ne peut pas. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant où elle combat la tentative de reproduire des schémas qu'elle refuse complètement. Et en même temps, par exemple, elle combat, elle ne veut pas être mère parce qu'elle ne veut pas être une mère absente comme sa mère, elle a peur du désamour d'un père, etc. Et en même temps, il y a un moment donné où il faut faire des choix de construction personnelle et familiale et se positionner. Et parfois, on se positionne en conscience contre le modèle qu'on a eu et parfois on s'y engouffre. Et ça, donc c'est vrai que la rencontre amoureuse interroge ça, interroge comment on se positionne et comment le modèle familial qui a été le nôtre nous contamine quoi qu'il arrive. Enfin, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, qu'on se soit parce qu'on a envie de le reproduire, au contraire parce qu'on a envie de le pulvériser. Mais il y a un moment où on se positionne toujours par rapport à un modèle qu'on a eu et qui nous a façonné quoi qu'il arrive. Oui, et puis je pense que dans toutes les familles, il y a aussi chacun a sa vérité, c'est-à-dire que on se pose la question finalement de ce père qui a des affirmations, qui continue à dire à sa fille qu'il l'aime malgré tout ce qu'il lui fait subir. Et en fait, c'est comme s'il avait oublié qu'il avait parfois été pas toujours un bon père. Alors, est-ce que c'est qu'il ne veut pas le reconnaître ou est-ce que c'est… Enfin voilà, en fait, il y a cette histoire de la vérité, de comment chacun des membres de la famille écrit l'histoire commune. C'est ça, mais je pense que lui, il crée une espèce de mythologie familiale, il est dans une espèce d'héroïsation sincère, c'est-à-dire qu'il pense, quand il parle à sa fille, il pense sincèrement qu'il a été un bon père. Hein. On est dans un contexte où il rappelle que dans les années 80, il s'est retrouvé être un père célibataire avec 3 enfants, puisque la mère est partie, ce qui était complètement inédit à l'époque. Hein. C'était, je veux dire, à cette époque, le modèle était, quand il y avait un divorce, la norme, c'était que la mère devait garder les enfants. Et là, le modèle est complètement inversé. Et donc, ce qui, lui semble héroïque, en fait, d'avoir pu faire ça. Donc, c'est vrai qu'il a cette sincérité-là. Mais ce qu'il a surtout, c'est qu'il est dans l'auto-justification permanente. Voilà, non, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, il pourrait dire non, je ne suis pas raciste parce que, vous voyez, je me suis mariée avec une Marocaine, mais dans son discours réel, quand on l'écoute vraiment, oui, il est clairement dans une position de domination blanche et d'infériorisation constante de sa femme marocaine et des Marocains qui lui… Donc, vous voyez, c'est ça, c'est son discours d'auto-justification permanente qui crée ce brouillard, en fait, et qui crée le brouillard autour de Karina, parce qu'elle ne comprend pas. Vous voyez, comment on fait pour débusquer la vérité dans un discours comme ça qui paraît sincère, alors que soi-même, on voit bien que nos émotions qui sont très importantes, qui sont des grandes sources de savoir, l'émotion. J'écris à un niveau très émotionnel. Je dis une grande source, ça, par exemple, si tu éprouves la peur, si à un moment tu as peur, ça t'indique, ça te fait savoir qu'il y a un grand danger. Donc il faut les prendre en compte. Et c'est ce que va faire en fait finalement progressivement Karina, et c'est ce qu'écrit le livre au niveau de l'émotion, c'est d'essayer de prendre en compte de plus en plus les émotions qu'elle ressent, qui sont du dégoût et qui sont en tension permanente avec ce discours-là, avec cette parole qui est peut-être sincère du point de vue du personnage, c'est ça, mais qui est fausse en fait, qui est fausse. J'aimerais que tu nous parles un petit peu, parce que, donc on l'a dit, le père annonce un jour qu'il part vivre au Maroc. Et c'est des passages du livre assez documentés. Enfin, tu nous dresses un portrait du Maroc. Enfin, on sent que ce n'est pas juste un personnage de fond, c'est un personnage important, le Maroc. Est-ce que tu peux nous dire voilà, un peu le travail que tu as pu faire sur les recherches que tu as pu mener? Comment est-ce que tu t'y es immergé dans cette culture? Et puis, peut-être qu'on peut parler aussi un petit peu de la religion. Moi, j'aimerais bien qu'on aille aussi, après, dans un deuxième temps, peut-être qu'on parle de la religion. Déjà, j'ai une documentation familiale parce que là, clairement, je me suis inspirée du vrai parcours de mon père qui est retourné au Maroc et qui, en tant que pied noir, et qui là-bas refait sa vie.
Alors moi je suis, contrairement à mon personnage, mon personnage est allé au Maroc à Tanger, mais moi j'y suis allée de nombreuses fois et je suis allée voir mon père, je suis allée voilà, je suis allée de nombreuses fois au Maroc et c'est vrai que contrairement à Karina qui ne veut pas aller le voir au Maroc. non, elle ne veut pas, elle ne supporte pas l'idée d'être dans la même pièce que lui en fait. Il y a quelque chose qui la bloque complètement. Et c'est vrai que cet homme se perd. Voilà, dans mon personnage, dans mon roman, mais les personnages sont extrêmement incarnés. C'est-à-dire que ce sont des personnages contemporains qui appartiennent à un espace-temps bien défini, qui appartiennent qui ont une descendance, qui appartiennent à une catégorie sociale définie. On est dans la classe moyenne. Lui, il a une retraite de classe moyenne. Quand il déshérite sa fille, c'est pas un héritage énorme, hein, c'est simplement il a acquis une maison, c'est tout. Et donc effectivement, il fait cette conversion à l'islam en vertu des lois du Maroc, parce qu'il épouse une femme marocaine. Et au Maroc, il y a une loi qui veut que quand une femme marocaine, qui est donc musulmane, hein, épouse un homme, il faut qu'elle épouse un musulman, sinon elle n'a pas le droit de l'épouser. Et l'autre loi qui est que quand on veut vivre en couple, il faut être marié. Donc pour respecter toutes les lois du Maroc, cet homme fait ce cheminement-là de se convertir à l'islam. Et je me suis évidemment documentée. Alors, c'est les discours de mon père, hein, qui m'a raconté très précisément ce qu'a été sa conversion. J'ai aussi lu pas mal de livres sur la conversion à l'islam, des livres de sociologues aussi sur le sens de ce que c'était qu'une conversion, parce que le personnage, et moi-même, hein, s'interroge, parce qu'on a là encore, dans le discours du père, on a une conversion qui est présentée comme un acte banal. C'est ce qu'il dit. Il dit, mais non, mais je me convertis à l'islam, c'est un acte banal, ça se fait très couramment au Maroc. Ce qui est vrai. Hein, et il a une autre phrase qui est de dire, de toute façon, pour moi, ça ne change rien, je ne crois en rien. Voilà, C'est quand même... c'est ça. Alors lui, il a été élevé par une mère qui était espagnole, donc au Maroc, extrêmement croyante, catholique, hein, qui regardait la messe tous les dimanches à la télévision, qui idolâtrait, etc. Mais lui, il se présente comme athée, donc je ne crois en rien, donc voilà, me convertir à l'islam. Alors une conversion à l'islam, c'est assez rapide. Voilà, c'est assez rapide, donc ça ne nécessite pas une préparation, voilà, parce que l'imam considère que si tu en viens à te convertir, c'est que tu crois, et c'est Allah de toute façon qui décide de la croyance d'un croyant, de toute façon. Donc voilà, ça a une assise très forte, hein, au niveau de la foi. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas de préparation, hein, c'est parce qu'on considère que c'est Allah qui sait. Donc oui, je me suis beaucoup documentée, et aussi parce que j'avais besoin, moi, de savoir quel sens ça avait aussi pour moi et donc pour le personnage, cette conversion. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ça change rien quand on décide de prêter, de faire foi, hein, d'une autre religion? Qu'est-ce que ça interroge en nous? Et puis, c'est une religion à laquelle on colle énormément de préjugés. L'islam, donc elle fait le personnage Karina a tout ce parcours-là honnête de se dire, est-ce que ça me perturbe parce que c'est cette religion-là et pas une autre? Et puis progressivement elle a tout un cheminement où elle se rend compte que plus elle s'y intéresse, plus finalement elle se rend compte que ce père finalement est touché par cette culture et par cette religion, peut-être beaucoup plus profondément qu'il ne le dit dans son discours. Et progressivement, elle aussi, elle se rend compte que tout ce qu'elle découvre progressivement de culture liée au Maroc et à l'islam, etc., elle aussi, ça l'enrichit. Et elle est frustrée par le fait que le père, justement, ne lui raconte rien, ne lui dit rien de la façon dont ça le touche lui. Et il y a quelque chose qui ne se transmet pas là, vous voyez. Ça aussi, c'est une exhérédation. C'est-à-dire qu'il lui fait pas don de cet héritage-là, de cette autre culture. Il lui dit maintenant, c'est rien, je crois en rien, alors que en réalité, non, il est touché aussi par cette culture. Et cette culture aussi touche d'une belle façon, je dirais aussi, la narratrice. Et moi, c'est vrai que je me suis interrogée. Alors, évidemment, le livre, j'ai pas voulu en faire un traité de foi, hein, bien sûr. Alors, la narratrice est aussi athée, et peut-être qu'elle devient un moment agnostique, parce qu'elle-même, du coup, elle s'interroge sur sa foi.
Hein, elle se présente aussi sur athée, mais elle-même aussi s'est convertie puisqu'elle s'est fait baptiser très tardivement, à 13 ans. Donc elle aussi, elle s'interroge sur voilà, qu'est-ce que ça signifie, est-ce qu'il y a une transcendance et pourquoi je suis athée et pourquoi ça me touche et en quoi ça fait partie de ma culture ou non. Et à la fin, elle va se rendre compte qu'il y a un moment où elle rencontre un homme musulman qui lui dit qu'en fait, elle n'en sait rien de la foi de son père parce qu'elle est persuadée qu'il n'a jamais cru. Et quelque part, ça lui ouvre des perspectives qui ont été les miennes. C'est-à-dire que j'ai eu envie d'aller effectivement lire de plus en plus, découvrir de plus en plus, en fait, cette culture-là. C'est vrai que je pense que qui fait partie de la mienne, du coup. Ce que tu expliques aussi et qu'on voit bien dans le livre, c'est que je pense que tel qu'est construit le personnage du père, avec ce manque d'empathie très forte aussi, donc ça fait qu'il est dans l'incapacité de transmettre quoi que ce soit. Moi, ce qui me choque souvent dans sa façon de parler, dans les évocations qu'il a, c'est qu'en fait, il ne parle que de lui, et notamment quand il ne parle que de ses besoins. Et en fait, les autres doivent s'adapter à ses besoins. Mais oui, c'est ça, mais c'est le roi Lear. Mais oui, c'est-à-dire le roi Lear a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime et en fonction du poids de l'amour, il va donner de l'argent ou non. Voilà, en fonction de son besoin d'amour, il va le rétribuer ou non. Et ce père fait exactement la même chose. Hein. Voilà, est-ce que ma femme m'aime plus, donc je lui donne plus? Est-ce que ma fille m'aime plus? Non, ben, ma femme répond à mes besoins, voilà, d'homme. Elle sacrifie complètement même ses besoins. Hein, le personnage trouve ça tout à fait normal. Oui, voilà, le personnage de la femme du père, hein, Asma, est un personnage que j'aime énormément, qui est un personnage complètement sacrificiel, en fait. Hein. Elle nie complètement ses propres besoins, mais au nom des besoins de cet homme, en fait, hein, de cet homme. Et oui, voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a un moment, Karina, on vient de dire que finalement, la véritable religion de son père, c'est sans doute son plaisir personnel, en fait. Hein, c'est ça. Peut-être. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ton écriture, c'est ça se retranscrit en fait, notamment dans le personnage de Karina, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de très animal, comme tu le disais, de très incarné, et notamment dans la souffrance et dans le rapport au corps. Et je trouve que tu as toujours une attention, et c'était déjà le cas dans Rosa Dolorosa, et c'est le cas dans celui-ci. Le corps, c'est quelque chose d'important pour toi, j'ai l'impression. Oui, c'est extrêmement important. Disons que dans l'écriture, l'écriture pour moi, c'est une exploration. Je cherche dans l'écriture. Et ce que je cherche aussi à créer, c'est une expérience, on va dire, émotionnelle et sensorielle. Et donc, ça passe évidemment par la description de corps, mais aussi par la façon dont j'écris qui engage le corps quelque part, qui engage le corps et qui engage le lecteur aussi dans son corps et dans son émotion, donc dans son corps. Dans Rosa Dolorosa, j'avais effectivement ce parcours de cette mère qui se dégradait physiquement, hein, au fur et à mesure qu'elle descendait en enfer. C'était vraiment une descente aux enfers et un crescendo comme ça émotionnel de plus en plus fort. Et là, c'est vrai que dans Tempête et brouillard aussi, c'est une construction qui est complètement différente, mais il y a aussi une sorte de crescendo comme ça que j'avais besoin. Oui, il y a un engagement comme ça du corps dans l'écriture que je restitue. Et en fait, ce qui est très beau et très fort, c'est que, je pense qu'on l'a évoqué, mais on est passé un peu rapidement, c'est que Karina est écrivain, ou en tout cas, c'est une femme qui essaye d'écrire. Et donc, il y a toute une mise en abîme aussi. Et donc, je me demandais, dans la difficulté qu'elle a à écrire, et notamment, il y a des scènes où on dit, enfin voilà, tu dis, elle rature, elle gomme, elle a envie de tout jeter. Est-ce qu'il y a un peu de toi dans cette façon d'écrire, ou est-ce que c'est juste un personnage comme ça? Qu'est-ce que tu as mis de toi dans ce rapport à l'écriture? Oui, j'ai mis beaucoup de moi, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'elle fait l'expérience de ce que c'est qu'écrire vraiment, c'est-à-dire explorer, chercher, raturer jusqu'à ce que une justesse advienne. Donc c'est vrai que elle écrit beaucoup et elle se rend compte au début qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle voit rien.
déjà, au départ. Elle voit rien, elle comprend rien. Elle comprend rien, ce que je disais, hein, elle comprend rien des relations qui la lient à son père, elle comprend rien de ce monde, et quelque part, il y a quelque chose qui l'amène à l'écriture, une écriture comme un dévoilement du réel, un dévoilement d'elle-même, vraiment une exploration. Et effectivement, ça l'amène à raturer énormément, à recommencer, à abandonner, à chercher, à explorer. Et c'est vrai que le livre met en scène ça, cette recherche, et aussi lui-même une recherche, en fait, hein, de quelque chose qui... où, voilà, le livre n'est pas là pour donner une réponse fermée, au contraire, il est là pour mettre en scène peut-être une exploration et mettre en scène des questions, des questionnements. Et c'est vrai que quand j'écris, moi j'ai un processus d'écriture peut-être disons heurté, disons obsessionnel, disons je ressasse interminablement, je rature beaucoup, je réécris, et je suis dans une quête du rythme aussi, du juste rythme, et ça marche. Merci. Il y a... Parce que c'est vrai que c'est difficile à expliciter et à présenter, mais il y a aussi tout un travail presque graphique dans ce roman, sur les blancs, sur les lignes, sur les interlignes, sur l'italique, sur des mots comme ça qui viennent. Il y a presque quelque chose de l'ordre de la scansion quand il y a un chapitre comme ça, avec des phrases très courtes qui vont à la ligne. Enfin, voilà, donc il y a aussi tout ce travail-là, je pense, presque esthétique, sur l'esthétique du livre aussi. Disons que ce qui me soucie beaucoup, ce qui me pose question dans mes recherches d'écriture, c'est le rythme. Et j'aime qu'un rythme soit une saccade, soit saccadé, soit pas linéaire, soit fait de brisures, de ruptures, de hachures, et d'incomplétude aussi. Et c'est vrai que le personnage est engagé dans l'écriture d'un roman qui lui permet par moments de comprendre un petit peu ce qu'elle est en train de vivre, et par moments non, et en même temps elle écrit une fiction. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est aussi de révéler le pouvoir de la fiction. Moi c'est aussi quelque part ce livre aussi une déclaration d'amour à la fiction. Pour moi la fiction vraiment c'est très important comme moyen de connaissance du réel, et comme outil exploratoire. Et oui, le rythme est important, fait de hachures, et d'incomplétude, oui, c'est ça. Le personnage est comme ça dans la certitude que de toute façon, elle n'arrivera jamais à comprendre complètement. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des moments où les chapitres sont comme ça, plus épurés, plus incomplets que d'autres. Et puis, il y a parfois aussi il y a aussi parfois un travail sur les mots. Enfin, pas parfois, tout le temps, mais par moment où tu mets en avant certaines choses. Moi, j'avais relevé, par exemple, page 23, quand tu parles de retourner au Maroc. Et tu dis retourner, c'est aller de nouveau, tourner en sens contraire, se détourner. Donc, tu joues aussi avec le sens des mots comme ça. Oui, ben en tout cas, je pense que c'est ça l'écriture, hein. On cherche le mot, on cherche la justesse du mot. Les mots sont polysémiques et on essaye de comprendre, de les retourner, de voir, hein. Le mot conversion, par exemple, est beaucoup détaillé dans le livre, dans ses différentes étymologies, dans ses différentes voilà, éclairages. Et l'écriture, hein, se heurte comme ça au sens des mots, à la polysémie des mots, à l'injustesse parfois des mots, hein, à l'incorrection des mots, et cherche quelque chose qui est difficilement saisissable. Il y a aussi une phrase que j'ai notée parce que je la trouve très belle, c'est quelqu'un qui dit « ce qui n'est pas nommé n'existe pas ». Et en fait, c'est un peu la posture du père, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il refuse de dire certaines choses, de reconnaître certaines choses. Donc, c'est toute la partie liée au secret, au non-dit. Et finalement, Karina, elle décide de dire les choses. Et c'est aussi ça qui va créer la rupture définitive avec le père. Oui, c'est ça, mais c'est que ça décrit aussi ce qu'est l'écriture, hein. Écrire, c'est aussi amener à la conscience, révéler quelque chose, hein. Si on ne dit pas, si on n'écrit pas, effectivement, le réel peut rester dans le silence, voire dans le noir, hein, voire, ben, oui, dans l'inconnu.
Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, donc Karina, il y a cette rupture à un moment donné qui est consommée avec le père, et puis la disparition du père avec ses enfants donc, qui sont déshérités. Et elle refuse même d'aller à l'enterrement de son père, mais elle envoie ses frères. Et ce qu'elle veut récupérer, il n'y a qu'une chose qu'elle veut récupérer. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle veut récupérer? Elle veut récupérer 2 livres, 3 livres, oui. Oui, son père a donc tout légué à sa femme et en revanche, oui, elle se choisit le seul héritage dont elle a envie, hein, c'est des livres parce que ce père qui n'a pas fait d'études, hein, on est dans une famille où personne n'a fait d'études, Karina est la seule à avoir fait des études. En revanche, il achetait des livres. Il achetait des livres quand elle était petite, par correspondance, des livres pour décorer le salon. Et ces livres-là, elle, Karina, c'est la seule à les lire. Et donc, elle veut récupérer notamment des livres brochés qui sont des romans gothiques anglais, notamment Le Moine de Lewis et Frankenstein. Elle veut récupérer, bon, comme ça, 3 livres qui ont été pour elle le point d'ouverture, le point d'entrée à la littérature. Donc, elle veut récupérer ça, se l'approprier complètement, se dire, voilà, moi, je suis née de là, de cette émotion qui est née notamment quand elle a lu Le Moine de Lewis, qui est un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, mais qui est un livre très noir, très extrêmement violent, hein, qui raconte l'histoire d'un prêtre qui entre dans l'hypocrisie et qui va violer plusieurs femmes et tuer des femmes. Et c'est vrai qu'elle l'a lu extrêmement jeune, et moi d'ailleurs, je dois le dire, que je l'ai lu. Là, ça se confond. Hein, et c'est-à-dire que c'est un livre qui lui a tout à coup révélé que des émotions sombres, des émotions très perturbantes qu'elle éprouvait étaient réelles en fait. C'est pour ça que je dis que ce livre, c'est aussi une déclaration d'amour à la fiction. Parce que voilà, par la fiction, hein, on se découvre nous-mêmes, on s'explore nous-mêmes et voilà. Oui, c'est pour ça que pour moi, ça faisait vraiment écho à ce que tu avais dit précédemment sur la fiction. Il y a aussi un thème qui est très fort dans le livre, c'est le thème du pardon. Et en fait, jusqu'au bout, elle s'interroge sur le pardon. Oui. Alors, l'idée du pardon lui vient pas du tout, en fait, du vivant de son père, en fait. Hein, ça lui vient jamais. Non, ça c'est vrai. Jamais, elle y pense jamais. Elle est dans la colère, complètement. Oui, parce qu'elle attend quelque chose de lui, peut-être qu'il s'excuse ou en tout cas qu'il fasse un pas vers elle, et ce qu'il ne fait jamais. Oui, bah, je pense qu'elle attend son amour, en fait, pour être tout simplement, en fait. Elle est dans l'attente perpétuelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'est pas mère, elle est dans une espèce, c'est une fille éternelle, on va dire, hein, et elle va avoir besoin à un moment donné d'accéder au statut d'indépendance de femme. Hein. Bon bref, et le pardon ne lui vient pas, mais lui vient après sa mort parce qu'elle assiste, elle fait donner une messe pour son père. En entendant les prières catholiques, l'idée du pardon lui vient. Oui, l'idée du pardon lui vient. Et là, elle pose la question. Elle lui vient très fort même, lui dit. Elle se dit, voilà, je ne vais pas rester avec cette colère. Ce qu'elle se dit, je ne vais pas rester avec cette colère. Est-ce que je dois pardonner? Est-ce que c'est comme ça que je vais m'en libérer? Est-ce que c'est ce chemin-là que je dois prendre? C'est pas sûr, elle sait pas en fait, hein. Mais c'est une idée comme ça qui lui vient, qui entre en elle, on va dire. Et donc elle demande au prêtre, mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Comment on pardonne? Hein, est-ce qu'il y a une méthode, vous voyez, tu sais, comme une méthodologie, voilà, pour bien pardonner son prochain. Et le prêtre a cette parole qui est très belle, hein, il lui dit, mais que le pardon, ça prend du temps. Et ça, c'est très fort. Parce que effectivement, il n'y a rien de magique dans le pardon. On ne peut pas effacer comme ça ce qui a été fait. Et surtout, le pardon, il ne s'agit pas d'effacer, c'est ce qu'il lui dit. Hein. Il s'agit de voir autrement. Et à un moment, on se reconnecte avec Dieu si on est croyant, ou on se reconnecte avec soi, ou on se reconnecte avec l'autre. Mais en tout cas, ça prend du temps. Et ça, c'est une parole très très belle. Et il était très important pour moi de la donner, on va dire, dans le livre.
Moi, je trouve que c'est quelque chose justement aussi qui est intéressant parce que finalement, tu nous questionnes beaucoup dans ce livre et tu nous laisses aussi justement la possibilité de répondre nous-mêmes à ses propres interrogations. Tu ne nous donnes pas toutes les clés, tu nous fais réfléchir et pour ça, ça contribue encore à la réussite de ce livre, je trouve. Merci. Je me suis immiscée dans cette passionnante discussion. Je vais le montrer parce que j'ai l'occasion. Alors, je ne sais pas si on voit s'il y a un reflet. Rosa Dolorosa est sorti au livre de poche, il est là. Mais je vais quand même montrer quand il est sorti aux éditions de La Martinière parce qu'il y a un très beau bandeau qui est dans la continuité de celui-ci. Il y a un très beau travail des éditions de La Martinière, donc je tiens à le souligner. C'est pour ça que je le montre ici. Voilà, c'est fait. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot, Caroline, de vos bandeaux. Est-ce que c'est vous qui les avez choisis? Je ne sais Oui. pas. Alors, c'est une illustratrice, une dessinatrice qui s'appelle Amandine Delaunay, qui a un talent vraiment remarquable, hein, qui a fait les 2 bandeaux bleus. Elle avait fait donc les méduses bleues initiales que j'adorais complètement. Et donc, pour Tempête et brouillard, j'avais vraiment envie que ce soit elle aussi qui dessine le bordeaux. Et elle l'a accepté et elle a fait cette réécriture d'une peinture qui représente le roi Lear. Donc, elle a fait cette réécriture-là bleue. Donc, on rappelle que Tempête et brouillard, c'est la malédiction du roi Lear. Hein, Oui, c'est une citation du roi Lear. Oui. Donc voilà, donc il y a plein de questions qui sont arrivées. Et la première, c'est Laure qui la pose et elle demande est-ce qu'au fond, Karina n'a pas surtout peur d'être effacée dans la vie de son père? Oui, bien sûr, c'est une peur, c'est un gouffre, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle doute, Karina, c'est foncièrement quelqu'un qui doute de l'amour de ses parents, de son père, de sa mère qui est partie, qui l'abandonne. Et ce doute la détruit complètement. Et effectivement, c'est une grande peur de ne pas être aimée et effectivement d'être niée, d'être effacée. Et c'est vrai que quand il la déshérite, hein, c'est vraiment la peur qu'il y ait cette rupture de généalogie absolue et de ne plus rien exister, d'être dans le néant. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un moment où elle écrit, elle dit « Celui qui n'a pas d'héritage vient de nulle part, celui qui n'a pas d'héritage peut-il aller quelque part ?» Il y a, c'est vrai... Moi, je vais aller plus loin. Est-ce qu'à un moment donné, Karina veut changer de nom? Est-ce que c'est pas un peu la réponse du berger à la bergère? C'est-à-dire que toi, tu me déshérites, ben moi, je récupère, je change de nom, je t'efface. Oui, complètement. Elle a besoin à un moment de dire, bah voilà, ok, tu m'as déshérité et donc j'ai besoin de renaître, de me réapproprier, hein, de renaître à moi-même en fait. Il y a une réappropriation de soi qui se fait aussi par le changement de nom. Ouais. Alors, Claude voudrait savoir, qu'avez-vous ressenti quand vous avez posé le point final à votre ouvrage? Euh... C'est dur, c'est difficile de terminer un ouvrage, c'est difficile de terminer. Et ce que je dis toujours, c'est il faut quand même terminer parce que ça a un lien, c'est un lien avec la mort. C'est-à-dire que nous sommes mortels, nous avons une fin, nous savons que nous allons mourir et donc un livre aussi doit avoir une fin. Donc il y a un moment donné où il faut terminer et la fin arrive, se donne. Ce que j'ai ressenti... pour l'instant, j'ai du mal à mettre des mots dessus. Voilà, je vais être tout à fait sincère. Ça va être ça ma réponse. J'ai du mal à mettre de mots dessus, à part de dire que c'était une étape qui était faite et l'idée que l'œuvre créée existait. Voilà, que j'avais donné naissance à quelque chose qui maintenant n'allait plus m'appartenir. Voilà, l'idée de quelque chose qui voilà, vient d'être fait, quoi. Donc, Claude comprend très bien votre réponse et vous remercie. Donc, le précédent, vous avez mis 10 ans à peu près pour l'écrire, c'est ça? Celui-ci, combien de temps? Il a été beaucoup plus rapide, ça est venu direct? Après, ça a été beaucoup plus rapide en 3 ans. Mais ça a été plus rapide, oui, mais c'est quand même sur un long temps. Alors, effectivement, finalement, ça m'a paru beaucoup plus rapide.
Finalement, mais oui, ça a été quand même. Vous voyez, mon père est mort en 2019, donc en mai 2019, quand j'ai commencé à prendre mes premières notes, j'ai commencé à beaucoup noter là ce qui se passait, les circonstances, l'enterrement, voilà, et puis aussi ce dont je me souvenais de cette culture marseillaise, etc. Donc, vous voyez, et le point final a été 2022, donc septembre, octobre, novembre 2022. Donc, vous voyez, il faut calculer combien de temps ça fait sur un temps long. Sur un temps long de réflexion, de beaucoup de lectures beaucoup de lectures m'ont accompagné dans cette écriture. Et je me suis rendu compte que ce temps, qui moi m'a pas paru si long, alors je ne sais pas vous comment vous le considérez, si c'est long ou pas, je ne sais pas, moi m'a pas paru si long, mais quand même c'est quand même un temps, quand même 3 ans c'est quand même un temps. Peut-être je me suis dit il y avait quand même un temps de deuil, c'était peut-être quand même le temps du deuil quand même. De toute façon il n'aurait pas, ce que je dis, c'est pas un livre qui a été écrit sous le coup là de colère, vous voyez, il y a quand même un temps de mise à distance et de... Parfait. Alors Julien, lui, je crois qu'il vous connaît, je ne sais pas si vous connaissez bien ou pas, il dit, je crois que vous avez été script doctor ou peut-être que vous l'êtes encore. Est-ce que cela vous aide dans l'écriture de vos romans? Oui, beaucoup. Alors, moi, j'ai une double formation de lettres et de cinéma. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai travaillé comme conseillère artistique, script doctor et scénariste, et script doctor et lectrice de scénario. Et donc, script doctor, c'est-à-dire je lisais donc les scénarios d'autres auteurs, et je les analysais d'abord très profondément, et j'essayais de trouver des pistes pour améliorer les scénarios. Alors, c'est un travail de scénariste, sauf qu'on n'écrit pas. C'est ça le script doctor, en fait. Hein. Donc, on aide l'autre à améliorer, on va dire, son scénario, ou du moins à le creuser, etc. Et donc, oui, ce travail-là que j'ai fait pendant de nombreuses années, j'ai lu de nombreux scénarios, j'ai analysé de nombreux scénarios. Alors, l'écriture de scénario n'a rien à voir avec l'écriture littéraire. Hein, parce que ce n'est pas un travail justement sur les mots. Hein. L'objet scénario, c'est un objet transitoire qui est une étape seulement avant la réalisation d'un film. C'est le film, l'œuvre d'art, c'est pas le scénario. Alors que dans le livre, c'est le livre qui est l'œuvre. Donc c'est complètement différent. En revanche, là où je dis que ça m'aide quand même, c'est que j'ai beaucoup réfléchi pendant ces années-là à ce que c'est que construire. Voilà, construire une histoire, un récit, ou voilà, qu'est-ce que c'est que la construction? Donc oui, la réponse c'est oui. Il continue en demandant, est-ce que vous visualisez vos personnages? Est-ce qu'il y a si ça devenait un film, quelle actrice vous choisiriez pour Karina et quel acteur pour votre père? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Non, alors vraiment pas du tout. Alors là, vraiment, j'ai pas. Alors je suis désolée, mais alors vraiment, là, c'est une bonne question. Maintenant, je vais me mettre à y penser. Quels pourraient être les acteurs pour Karina Alors, Tempête et brouillard, c'est un livre qui serait difficilement adaptable, je pense, au cinéma. Il pourrait l'être, hein, je pense, mais c'est quand même un livre assez introspectif. Ouais. Donc, il est... Mais un très bon réalisateur qui serait introspectif pourrait s'y mettre et s'y coller, et ça ferait un film sans doute assez particulier, et peut-être mais en tout cas, j'ai pas du tout réfléchi à ça moi quand j'ai écrit. En revanche, c'est vrai que je suis cinéphile. Déjà d'une part, donc j'ai une culture cinématographique qui me pénètre autant que ma culture littéraire ou ma culture artistique, hein, d'ailleurs. Donc mon livre est forcément pénétré de ça. Et c'est vrai que en plus, moi je suis quelqu'un de très visuel. Je suis visuelle. Donc effectivement, il y a des moments où des images me viennent, et d'écrire, la description, fait partie de mon écriture de toute façon, oui. Et Shakespeare, il représente quoi dans votre vie? C'est un auteur qui est au panthéon des auteurs. Il vous a marqué je crois que vous l'aimez particulièrement. La dramaturgie, vous aimez aussi? C'est quoi le rapport que vous avez avec Shakespeare? Quel est votre point commun avec lui? Alors oui, les dramaturges sont mes grandes sources d'inspiration. Hein. Il n'y a pas que Shakespeare, Sophocle aussi, les grands dramaturges
voyez, qui traversent les siècles et qui continuent de faire écho, hein, parce qu'ils ont découvert comme ça des grandes structures humaines, mais aussi des grandes structures d'œuvres qui sont presque éternelles. Hein, vous voyez, la construction des tragédies antiques, à laquelle sont tellement solides, on va dire, traversent les siècles. Et voilà, c'est comme dans le livre aussi, je fais beaucoup la comparaison avec les constructions architecturales, et notamment celle de Tao Ando, qui lui a aussi est pénétré de bâtiments antiques, notamment le Panthéon, comme ça, qui ont des structures évidentes, épurées, éternelles, comme ça, qui traversent les siècles et qui disent quelque chose d'éternel, hein, le nombre d'or, etc. Et donc le nombre d'or, moi, c'est ce que je retrouve chez finalement, c'est ces dramaturges-là, donc qui m'interrogent et qui me pénètrent. Alors oui, Shakespeare. Alors, très souvent, j'ai l'impression que c'est le plus grand auteur de tous les temps, par sa poésie, sa folie, c'est quand même une écriture incroyable, hein. C'est quand même une écriture incroyable dans tous les sens, c'est-à-dire c'est pas à la fois structurel, mais de ce que ça dit d'humanité et de plongeon. Le Roi Lear, c'est quand même une pièce hallucinante qui a une infinie interprétation. On n'aura jamais terminé d'interpréter cette pièce tellement elle est riche en fait. Donc, c'est-à-dire que quand le Roi Lear, je l'ai mis en lien avec mon histoire. Alors, pourtant, ce n'était pas ma pièce, vous voyez, favorite de Shakespeare. Alors, moi, j'ai comme ça des petites obsessions sur Macbeth ou Othello. Mais voilà, mais bon, il y a eu le Roi Lear qui est venu comme ça, comme une évidence, parce que c'était ce mythe-là et qui aidait, en fait, hein, qui aidait dans ma construction. Oui, donc Shakespeare a une présence, une importance à la fois moi à titre personnel en tant que lectrice dans ma vie de lectrice et dans ma vie d'autrice. Oui, lire Shakespeare, c'est avant tout une grande... on fait l'épreuve de l'humilité, on se sent très... Voilà. On se sent... Je crois de mémoire, c'est un des auteurs où on n'a pas retrouvé les manuscrits. On avait reçu Jessica Nelson qui s'occupe avec les éditions de Saint-Père de faire des facsimilés des manuscrits. Je crois qu'elle nous avait dit que Shakespeare n'avait pas encore retrouvé les manuscrits. Par contre, tout à l'heure, vous avez dit que vous raturez. Donc ça veut dire que vous écrivez avec un stylo et sur du papier, vous n'écrivez pas à l'ordinateur. Donc on a peut-être des chances, dans 30 ans, d'avoir un manuscrit de Caroline Dorca-Pinac. Alors non, malheureusement, alors j'ai un carnet alors qui me suit tout le temps, alors qui est fait pas trop de rature, mais là où je mets toutes mes citations, mes recherches, etc. Donc j'ai mon carnet d'écriture. Mais non, malheureusement, j'écris à l'ordinateur et effectivement, on ne verrait pas mes brouillons. Alors je regarde les étapes du texte. Je garde les étapes 1, 2, 3. Il n'y a pas un seul fichier. Donc, je garde. Vous voyez, j'ai en mémoire, je ne sais pas, 100 versions de mon texte. Vous voyez. Mais effectivement, là, il y a cette exposition hallucinante qu'il y a eu à la BNF où on voit tous les manuscrits de Proust avec toutes ses ratures et ses paperoles, etc. C'est vrai que maintenant, avec l'ordinateur, on n'a plus accès à ça, à ce travail-là de texte. Alors, vous êtes une lectrice. Il existe. Une grande lectrice, je pense. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil de lecture? Et après, je demanderai à Maria de faire un conseil de lecture à Caroline. C'était pas prévu, ça. Maria, vous êtes libraire, donc ne me dites pas, non, c'est pas prévu. Alors, oui, en fait, c'est un des livres que j'ai lu il y a 15 jours, 3 semaines, mais il m'a tellement marqué, subjugué. Donc, vraiment, je le recommande à tout le monde. Je vous le montre. C'est un livre d'une autrice, c'est le premier livre publié d'une autrice américaine qui s'appelle Carmen Maria Machado. Et ça, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Son corps et autres célébrations. Donc, il a été réédité là en point seuil. À la base, je crois que c'était l'Olivier. Et donc, c'est un recueil de nouvelles hallucinant parce que ce sont des nouvelles fantastiques et introspectives en même temps. Ce sont des nouvelles féministes qui interrogent le corps de la femme, mais d'une façon tellement originale, tellement intelligente et tellement stupéfiante. Je n'ai rien lu de commun. Enfin, ça m'a subjuguée, à la fois dans l'écriture, dans la construction complètement
innovante de ces nouvelles. Elles sont toutes différentes en plus. Elle n'est pas du tout dans la reproduction du même système à chaque fois d'écriture. Elles sont toutes différentes. Elle peut passer de nouvelles un petit peu plus autobiographiques à des nouvelles complètement fantastiques ou de suivre des flics d'une façon complètement hallucinante. Enfin, voilà, je vous recommande ce livre. C'est incroyable. Hein, voilà. Alors Maria, vous avez trouvé, vous avez eu le temps de réfléchir. C'est marrant parce que avant même que Caroline présente le pitch de ce livre-là, j'étais en train de me dire, je vais te recommander Pleine et douce de Camille Froidevaux-Métry. C'est son premier roman, c'est une femme qui a déjà beaucoup écrit, et c'est marrant parce que je me disais, elle écrit sur le corps des femmes. Et en tant que philosophe, elle a beaucoup réfléchi à cette question-là. Je ne sais pas si tu la connais ou si tu as déjà lu ce livre-là. Mais j'ai lu ses essais, moi. Je n'ai pas encore lu son roman, là, mais j'ai lu ses essais. Je te recommande vraiment son roman parce qu'en fait, c'est un roman choral avec que des paroles de femmes. Et en fait, on va entendre à la fois la parole du bébé jusqu'à la parole de la grand-mère. Et donc, la mère, les sœurs, les amies, les nièces, toutes ces femmes vont prendre la parole à un moment donné pour raconter un petit bout de leur histoire de femme, de là où elles en sont de leur vie de femme. Et je trouve que c'est un livre qui résonne très très fort, finalement de façon universelle pour les femmes, puisque comme il parle à tous les âges, à un moment donné ou à un autre, on va se retrouver dans un de ces personnages, et c'est très puissant et très réussi. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est publié chez Sabine Vespizer. Ah, Sabine Vespizer, d'accord. Et le titre exact, c'est Pleine et douce. Parfait. Je remettrai les références. Moi, le mien, il est très simple, il est là. Il s'appelle Tempête et brouillard. Il est paru aux éditions de La Martinière. Donc, il est encore sur les tables de librairie parce qu'il est sorti en janvier. Vous ne pouvez pas le rater. Il est rouge et bleu avec un très beau visuel. Vous pouvez aller à l'Île-sur-la-Sorgue, à la librairie de Maria. Alors, vous ne vous trompez pas parce qu'il y a 3 sites. Si je ne me trompe pas, Maria, je parle sur votre contrôle. 2 sites, pardon. Ouais, j'étais un peu gourmande. Mais voilà, donc allez chez les libraires indépendants, allez acheter les livres, c'est très important. Donc voilà, vous trouverez aussi le précédent, je le montre. Hop, je ne sais pas s'il y a un reflet. Voilà, Rosa de Rosa. Comme ça, vous avez les deux, vous avez le complet. Et peut-être qu'on aura un troisième dans 3 ans, on va attendre. Mais ça sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera. En tout cas, Caroline, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer ce roman. Maria, merci pour cette très belle médiation. Et puis, je vous dis à bientôt. Et nous, on se retrouvera jeudi avec Odile Lefranc pour Le Lac au miroir qui est paru aux éditions Viviane Ami.